Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est d'actualité et qui me tient à cœur. Donc, cette table ronde va aborder le sujet de l'égalité et de réquestionner l'égalité dans le genre, dans les projets en Méditerranée. Donc, pour ce faire, je suis accompagnée de nos 3 panélistes que je vais présenter tout à l'heure. Mais d'abord, pour vous expliquer pourquoi l'intérêt d'une table ronde sur le genre, c'est que c'est un sujet qui est essentiel aujourd'hui et qui est notamment d'une grande actualité. Ce sujet aussi parce qu'on se rend compte que sur le terrain aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, dans Méditerranée notamment. C'est une région qui a toujours été traversée par les récits, par le savoir, par les peuples, par la transmission. Et la façon dont aujourd'hui on voudrait raconter les choses est une façon aussi différente parce qu'on voudrait la raconter par rapport à un regard d'expériences concrètes sur le terrain, de vécu, et au regard de ces 4 femmes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Les récits de ces femmes sont intéressants, d'autant plus parce qu'elles tiennent aussi une place dans la société et dans la région qui est la Méditerranée, qui sont dans des secteurs qui sont encore beaucoup trop masculinisés, notamment dans les secteurs de l'innovation et de la technologie. Ce sont des femmes qui prennent la parole et c'est une parole qui est d'autant plus chère, je trouve, aujourd'hui, parce qu'elle a été souvent refusée, elle a souvent été brimée, pas assez entendue, que ce soit dans le milieu professionnel, dans l'entrepreneuriat, mais aussi au quotidien. Et donc c'est vrai que c'est une voix qui aujourd'hui se fait de plus en plus forte et que je trouve qu'il est important qu'elle soit encore plus entendue pour notamment raconter et changer nos imaginaires et nos récits et qu'ils soient aussi impactés par la position, le regard, le récit, les expériences concrètes de ces femmes. Donc aujourd'hui, cette table ronde n'est pas un débat abstrait où on a juste envie de dénoncer des idées, mais ça va vraiment être l'occasion pour tout à chacune de parler d'exemples concrets, de vécu, d'expériences du terrain, parce que ce sont toutes des femmes qui vivent cette réalité-là, que ce soit dans leur milieu professionnel ou aussi dans la création de leur entreprise ou dans leur expérience en ruralité ou également dans ce qu'elles peuvent faire au quotidien. Donc ce seront des vraies expériences. Aujourd'hui, on a envie de rentrer dans pas être dans que l'imaginaire, parce que des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui est sur l'interprétation, mais chaque interprétation que l'on fait vient de notre imaginaire et l'interprétation vient du réel. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pour ce faire, en premier, nous avons Manon Rajo qui travaille dans le groupe AFD, plus précisément à Proparco, qui va se présenter, qui est une activité de... Enfin, je laisse ton micro. Donc, je suis chargée d'impact et de mission genre au sein de Proparco. Voilà, c'est ça. Et également Clara Di Leon. Tu prends ton micro. Chacune avec le vôtre. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clara Di Leon Santoulo, je suis chargée de plaidoyer pour l'ONG Batik International, qui est une ONG féministe de solidarité internationale. Voilà. Également Swat Dibi. Oui, je dirige l'association féminine El Khair Aï Sawira au Maroc, qui lutte depuis 27 ans pour les droits des femmes. Et End Awini, merci. End Awini, je suis fondatrice de la start-up Algaplast, une start-up en biotechnologie marine, fabrication de bioplastiques biodégradables à partir des algues extraites. Super. Donc on va commencer avec des questions et pour savoir concrètement déjà à chacune d'entre vous comment les choses se sont matérialisées pour vous. Donc la première question est pour toi, Swat, je me permets de te tutoyer pour que ça soit plus informel. Quelle expérience personnelle peux-tu nous raconter qui t'a conduite aujourd'hui à t'engager les femmes dans la ruralité et à créer ta société ou ton association El Khair? Oui, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invitée pour ce beau événement. Et je suis vraiment ravie de partager notre expérience avec tous les participants de Emerging Valley. Donc, je suis Souad Dibi, fondatrice de l'association féminine El Khair, basée à Essaouira, qui a été créée il y a 27 ans. Et donc, on travaille pour l'amélioration des conditions de vie par le soutien aux femmes victimes de violences. On travaille aussi sur l'autonomisation, parce que c'est le pas vers les droits. Une femme qui n'est pas autonome, elle est loin vraiment d'acquérir ses droits. Ce qui me pousse vraiment à agir auprès des femmes rurales, c'est-à-dire qu'au Maroc, c'est un pays qui est très avancé par rapport aux droits, mais quand on pense aux zones rurales éloignées, ces femmes-là n'ont pas l'accès à leurs droits. Ils sont vraiment privés de leurs droits fondamentaux. Et pour moi, c'est intolérable qu'il y ait cette discrimination. Toutes les femmes doivent jouir de leurs droits.
Ils doivent avoir les mêmes, le même facilité, le même accès. Et c'est ça qui me pousse vraiment à agir et d'intervenir dans les zones vraiment éloignées. Et je pense que, il faut que nous tous, qu'on agit vraiment, qu'il n'y a pas vraiment des femmes qui sont privées de leurs droits. Voilà. Ça paraît vraiment essentiel et on pourrait avoir l'impression que c'est de l'ordre normal et malgré tout, même cette normalité-là, elle n'est pas accessible encore aujourd'hui dans certains dans ce milieu rural. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, deuxième question pour toi, Clara. Du coup, qu'est-ce qui a forgé ton engagement, justement, et a poussé dans ton ONG pour la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences ? Alors tout d'abord, merci aussi beaucoup de me permettre d'être là aujourd'hui et surtout d'écouter les femmes de cette table ronde qui ont toutes des parcours exceptionnels. Donc je suis très contente d'être là pour ça. Donc mon engagement pour les droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre a été nourri par mon vécu, par mes expériences personnelles et professionnelles. Donc j'ai eu la chance d'être entourée et éduquée par des femmes, ce qui m'a permis très tôt de comprendre les violences qu'elles pouvaient traverser, qu'elles soient économiques, sociales, institutionnelles. Et cette sensibilisation a continué lorsque j'ai vécu dans la Caraïbe pendant plusieurs années. Je me suis engagée notamment auprès de réseaux féministes queer, des militantes LGBTQIA+, et j'ai notamment accompagné des femmes survivantes de violences dans la région qui étaient pour la plupart en parcours migratoire, donc qui étaient victimes de violences, qui étaient invisibilisées et aggravées par les situations de vulnérabilité qu'elles traversaient. Donc j'ai très tôt compris que le changement doit passer par des transformations structurelles profondes, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis chargée de plaidoyer pour Batik International, qui est une association de solidarité internationale qui vise à renforcer le pouvoir d'agir et de choisir des personnes en situation de vulnérabilité. Donc nous agissons en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est et en France, et nous co-coordonnons avec nos partenaires une alliance féministe transnationale méditerranéenne composée d'associations françaises, marocaines et tunisiennes qui vise justement à sensibiliser sur les défis que rencontrent les femmes dans la région et transformer les constats en recommandations politiques. Merci beaucoup. Clara, toi, du coup... pardon. Manon. J'ai vu les yeux sortir. Manon, comment es-tu arrivée à travailler sur les questions d'impact et de genre, justement, dans le milieu financier, notamment à Proparco ? Alors, moi, mon parcours sur les inégalités a commencé au sein de l'AFD. Je suis passée d'abord par la case secteur public, où j'ai appris à regarder les inégalités à travers une lecture plutôt fine, comprendre un peu les dynamiques qui étaient à l'œuvre autour des inégalités et à comprendre vraiment le cadre structurel autour des inégalités de genre. Donc j'ai aussi vu, grâce à cette expérience, comment le secteur public, les institutions, étaient capables d'impulser de nouvelles normes, des cadres stratégiques vraiment primordiaux pour réduire ces inégalités-là. Mais très vite, j'ai aussi vu que pour que ça se matérialise de façon concrète pour les femmes dans leur quotidien, il fallait une mobilisation du secteur privé. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des institutions financières. Et là, j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit, waouh, elles ont la capacité vraiment de changer des normes, des politiques RH en interne, de créer des outils et qui ont un impact véritablement concret sur des milliers de femmes et de façon très rapide. Donc ça a été vraiment le déclic pour moi. C'est le secteur public et privé sont complémentaires, mais surtout, le secteur privé est un levier fondamentalement efficace et puissant pour transformer le quotidien des femmes au jour le jour. Donc voilà, c'était un peu la continuité en fait de mes propres convictions personnelles, mais également la volonté de passer d'un cadre plutôt stratégique à un cadre plutôt opérationnel et parfois plus concret dans les projets qu'on suit à Proparco. Merci beaucoup. Anne, la question est pour toi, la suivante. Je voulais savoir, dans les secteurs scientifiques et industriels, quelles représentations des femmes as-tu souvent rencontrées ? D'accord. Alors, c'est un sujet un petit peu trop large pour moi. Il faut comprendre que je représente 3 casquettes. Je suis scientifique, je suis ingénieure de formation en biotechnologie marine. Je suis aussi dans la vie associative, je fais de plaidoyer. Et surtout, que je viens d'une famille de pêcheurs. Donc, j'ai toujours été nourrie par des femmes des pêcheurs, soutenue par des femmes de pêcheurs. Donc, pour moi, le scientifique a été un outil pour un petit peu valoriser le côté mère aussi, la mère
et aussi ma mère, parce que c'est une femme de pêcheur. Mais ce n'était pas suffisant pour moi parce que j'avais vécu dans une région qui était défavorisée, polluée. Donc, tout ce que je voulais faire, c'est tout simplement redonner un petit peu de valeur à cette mère et ma mère aussi. Donc, l'outil scientifique n'a pas vraiment abouti à ça. J'étais pleine de frustration, que ce soit professionnelle ou bien personnelle aussi. J'avais eu une occasion, une opportunité qui s'est venue à moi, c'était de découvrir au sein d'un laboratoire un bioplastique biodégradable. Et là, c'était une prise de conscience que tout simplement, je ne pouvais pas rester là, à la recherche, qu'il fallait retourner sur le terrain, voir avec les femmes de mes régions, de ma localité, et avancer un petit peu plus avec cet outil. Un trésor entre les mains, mais de quoi faire avec ce trésor? Alors la question, elle était énorme, mais la solution a été simple. C'est tout simplement reprendre un petit peu de la poêle de la bête, et surtout ne plus être dans l'ombre, ne plus paraître comme des aidantes, mais des actrices, vraiment des productrices. Et là, j'avais créé ma première coopérative de femmes de pêcheurs pour la culture des algues en Tunisie. Et j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai vu que des femmes, des artisanes. J'avais le mélange que je voulais. Il y avait le scientifique, le naturel qui revient, l'expertise, ces femmes dans l'ombre qui reviennent un petit peu dans la lumière, et beaucoup de lumière même. Alors, elles sont devenues des scientifiques artisanales, des expertes naturelles aussi, et tout simplement, elles ont repris leurs droits. Elles ont pu exister, mais par le pouvoir, pas par une aide, ou pas par un titre, non, elles ont pu décider, négocier, fixer leur prix et tout ça, et c'était vraiment une expérience de résilience avec Alcaplast, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles ont pu du coup exister plutôt par elles-mêmes et pas par le biais de quelque chose. Et ça qui est aussi intéressant dans ce projet que tu montes. Alors sur la question suivante, je vais demander à Souad pour en parler des récits. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel récit de femmes que tu accompagnes, qu'est-ce qu'elles te confient le plus souvent concrètement, qu'est-ce que tu entends, quelle est la parole que tu recueilles? Oui, c'est vrai que l'association féminine, elle intervient dans la province d'Essaouira. Et après le séisme, on est allé dans un village à 190 km d'Essaouira, dans la région de Marrakech, où on a aidé des femmes qui sont très, très isolées. Et ces femmes-là, ils n'ont pas fait d'études, ils sont ils n'ont aucune compétence sauf le tissage. Donc, on s'est basé sur ce tissage-là pour créer une coopérative. Et là, ils m'ont impressionné par tout ce qu'ils ont d'abord fabriqué et après leur réaction par rapport à ce changement dans leur vie. Et quand j'ai demandé à à ces femmes-là, comment ils expriment ce changement-là, il y a une qui m'a dit, Souad, moi, quand je me réveille, je n'ai aucun objectif dans ma vie. Maintenant, j'ai un objectif. Je fais tout ce que j'ai comme tâche ménagère pour avoir du temps à aller à la coopérative. Donc, déjà, il y a un changement. Elle sait qu'elle a quelque chose à faire. Elle existe. Voilà. Et il y a une autre femme aussi qui m'a dit, écoute, Souad, nous, quand on se réunit dans la coopérative, on se comprend avec les yeux, sans se parler. Et on sent une force. Et là, ça montre vraiment que réunir les femmes autour d'une activité, ou que ce soit des focus group ou une activité génératrice de revenus, ça donne une force à ces femmes-là et ça crée une entraide. Donc, une population qui ne donne pas la possibilité aux femmes d'agir, c'est une société qui n'avance pas. Et donc, c'est vraiment, je trouve que c'est très, très magnifique ce qu'on a pu faire. Et ces femmes-là, on compte sur ces femmes-là pour le changement. Parce qu'il y a pas mal de difficultés qu'elles rencontrent. Au début, ils n'étaient même pas envie qu'on partage leurs photos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et après, il fallait les convaincre qu'ils ne font pas quelque chose de mal. Ils ont un savoir-faire qu'on doit faire connaître. Et c'est comme ça qu'ils peuvent développer leur coopérative. Comment les gens vont les connaître si on ne parle pas de Taddat? On ne parle pas de cette coopérative. D'ailleurs, c'est les créatrices de Taddat.
Et le premier tapis que ces femmes ils ont fait, il est pour une artiste française. Elle fait des spectacles et des chorégraphies avec ce tapis-là. Donc c'était une valeur pour ces femmes-là qu'elles puissent fabriquer un tapis pour une artiste française. Donc, et il y a pas mal de projets en cours. D'accord. Merci beaucoup. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi un sentiment de fierté, du coup, qu'elles ont pu acquérir au départ par rapport à le fait de ne pas vouloir montrer leur image. Et en fait, c'est aussi, ça a un impact sur la confiance qu'elles peuvent porter en elles-mêmes, de se valoriser, de se montrer. Et c'est aussi l'intérêt des projets comme le tien. Donc, la question suivante pour toi, Clara, c'est parmi justement toutes tes actions que tu mènes, notamment dans la Méditerranée, quel récit tu as de marquant, de concret que tu pourrais nous partager sur un défi plus actuel aujourd'hui? Alors pour cette question des défis, je pense que le plus intéressant, c'est de partir de ce que l'on observe aux côtés de nos partenaires, parce que ce sont eux qui ont l'expertise. Donc nous travaillons avec 2 associations au Maroc, la Fédération des Ligues des droits des femmes et INSAF, et avec Amal pour la famille en Tunisie. Donc grâce à l'AFD, donc ces associations qui ont des centres d'hébergement, aussi des accueils de jour pour les survivantes de violences et les mères célibataires, ils ont pu accompagner des milliers de survivantes dans la région. Et elles ont pu faire des constats sur le terrain et notamment partager les défis qu'elles rencontrent. Donc parmi les premiers défis rencontrés, il va y avoir la prise en charge des femmes survivantes de violences, puisque cette prise en charge n'est malheureusement pas encore aujourd'hui globale et holistique, alors même que selon les données de la Banque mondiale, 40% des femmes de la région subissent des violences, et même on sait que ce chiffre est bien en deçà des réalités, puisque dans le monde entier, on peut dire, quand on a travaillé sur le terrain, que 100% des femmes sont victimes de violences, que ce soit dans la rue, dans le foyer, dans le travail. Donc, pour ce qui est du système de prise en charge, les femmes, elles doivent passer par un système qui est totalement fragmenté. Donc, elles doivent aller au commissariat, elles doivent aller à l'hôpital, au tribunal, chercher un hébergement. Donc, nos partenaires disent que ce sont les femmes qui font le lien à la place des institutions, et les chiffres sont parlants, puisque au Maroc, on a une femme sur 10 seulement qui porte plainte, et en Tunisie, cela impacte même leur accès aux droits socio-économiques, au marché du travail, puisque seulement 30% des survivantes, 30% des survivantes perdent leur emploi et leurs moyens de subsistance à cause des violences. Un deuxième récit majeur a concerné les mères célibataires. Dans la région, elles subissent une forte stigmatisation liée notamment aux relations hors mariage qui sont criminalisées ou réprimées, mais aussi une quasi-absence de droits, puisque les mères célibataires ne parviennent pas toujours, voire ne peuvent pas établir la filiation du père, ni accéder à une pension alimentaire, ni déclarer leurs enfants. Donc elles sont privées de statut, de ressources, de protection sociale, et pour la majorité d'entre elles, elles vivent dans une extrême vulnérabilité, sans domicile fixe, sans revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins primordiaux et à ceux de leurs enfants. Et enfin, les récits sur l'héritage qui montrent un autre angle central, puisque dans les 2 pays, les règles successorales sont inégalitaires. Donc les parts attribuées aux femmes sont généralement inférieures à celles des hommes, ce qui limite leur accès au patrimoine, ce qui renforce la dépendance économique et la sortie des violences. Merci beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un peu un clin d'œil, mais c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. C'était hier. Et donc, du coup, c'est vrai que ça prend aussi son sens, ce secteur-là, où c'est encore un secteur où, malheureusement, malgré les alarmes, qu'elles soient institutionnelles et les reproches qu'on peut faire, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain, malheureusement. Donc, bravo de continuer ce travail-là aujourd'hui. Du coup, la prochaine question est pour toi, du coup, Manon. Dans les études d'impact que tu as pu réaliser au sein de ProParco, est-ce que tu aurais alors peut-être une expérience ou un projet révélateur ou qui serait significatif en fait justement de projets concrets? Ouais. Alors juste pour rappel, donc on est une banque internationale de développement, et du coup chez ProParco on fait du genre depuis 2018 autour d'une initiative qui s'appelle le Tweak Challenge, qu'on a cofondé avec d'autres DFI. Et en 2024, en fait, on a voulu vraiment comprendre l'impact de nos financements, notamment auprès des IMF, donc en Tunisie spécifiquement,
l'impact sur les femmes qui étaient bénéficiaires de ces microcrédits, comprendre quels étaient l'impact au quotidien, leurs aspirations et potentiellement les problématiques qu'elles rencontraient à travers celles-ci. Donc on a fait une étude avec 60 Decibel sur 3 IMF, donc Ndatamwel, DAM et Advance, et il est ressorti des éléments assez importants et concrets pour nous. Donc, juste pour vous donner un peu le cadre de l'étude, c'était via des questions, des interrogatoires au téléphone où les femmes répondaient à des questions qui ont été définies à l'avance. Donc, les principales findings, trouvailles qui sont ressorties de cette étude, c'est que donner accès au microcrédit aux femmes, c'est promouvoir leur autonomisation économique. Donc juste peut-être 2 chiffres, grâce au microcrédit, il y a 81% des femmes qui ont déclaré avoir une augmentation de leurs revenus. Il y a 82% d'entre elles qui ont déclaré être plus en mesure de développer leur business. Donc voilà, juste en termes de chiffres clés, je pense que c'est très impactant, mais quand on donne accès au capital aux femmes, elles sont capables de produire de la valeur et de s'autonomiser. Donc ce qui rejoint un peu le discours de mes collègues par ailleurs. Le deuxième point, peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup de trouvailles, mais j'aurais clairement pas le temps, c'est sur leur autonomisation, leur pouvoir décisionnel, qui a été assez marquée. Donc elles ont une augmentation des revenus, mais surtout elles gagnent en liberté juste de se déplacer. Il y a 42% des femmes qui ont déclaré être plus en mesure de se mouvoir. On parle quand même d'un droit essentiel, comme mes copanélistes le mentionnaient, grâce à l'accès au microcrédit. Un autre chiffre peut-être, c'est la littérature mentionne très souvent que grâce au microcrédit, les femmes vont avoir plus de pouvoir, plus de poids dans leur communauté. Donc là, l'étude était peut-être un peu plus nuancée. Il y a seulement 32% des femmes qui ont déclaré que véritablement, elles se sentaient plus légitimes au sein de leur communauté pour agir. Donc là, voilà, c'était peut-être des points qu'on a identifiés, nous, à travers cette étude-là, pour travailler et collaborer avec les IMF qui étaient partenaires pour améliorer nos pratiques et trouver peut-être les bons leviers, les bons produits à proposer aux femmes bénéficiaires. Donc voilà, ça nous a permis de confirmer que, en tout cas, notre portefeuille avait de l'impact, quoi qu'il arrivait, sur ces IMF en Tunisie, et donner quelques pistes d'amélioration pour que les femmes puissent gagner en empowerment et autres. Voilà. Merci beaucoup, et on se rend compte que voilà, les études aussi apportent des chiffres concrets et donnent aussi de la légitimité à ce qui est porté sur le terrain. Ça peut être chiffré dans des études avec parce que malheureusement, on est encore dans une société où on a besoin encore pour pouvoir continuer des projets à avoir cette notion de rentabilité, de productivité et d'impact. C'est un peu le mot qui ressort beaucoup aujourd'hui, mais l'impact, quand il se mesure et qu'il est concret, ça donne aussi du poids et du courage pour continuer ces projets-là. Et pour aborder du coup la partie innovation féminisme dans le récit, je vais te demander, Anne, en quoi Agaplace peut être considérée comme une innovation économique féministe aujourd'hui? D'accord. Alors, sur le point innovation, Agaplace déjà est une innovation en elle-même par rapport au système économique, c'est-à-dire que c'est un modèle dual, c'est une coopérative avec une start-up, mais le plus côté féministe, c'est que la coopérative, elle est fondée uniquement sur des femmes de pêcheurs, les femmes comme je venais de dire, c'était les aidantes auparavant par rapport aux pêcheurs. Maintenant, elles prennent les choses en main. Donc, on les forme. Il y a des ateliers pour les former pour un nouveau métier de la mer qui est l'algocultrice. Donc, ces femmes avancent dans un nouveau procédé. Elles avancent aussi avec une innovation propre à elles parce que sur le terrain, bien sûr. Le terrain nous a appris aussi que ces femmes, avec leur expertise et connaissance par rapport à la mer, pouvaient ajouter même au côté scientifique que moi j'apportais en tant qu'ingénieur. Donc, elles ont leur empreinte. Maintenant, elles peuvent, au sein de la coopérative, en tant qu'entrepreneur, déjà avancer de nouveaux processus. Ça, c'est l'innovation 1. Et de 2, elles ont un accès direct à la chaîne de valeur maintenant. C'est-à-dire elles ont accès direct à la ressource qui est la biomasse marine, les algues. De 2, la gouvernance. Sincèrement, avoir son propre projet, c'est autre chose. Et là, c'est plus vraiment juste avoir du travail, c'est avoir du pouvoir parce qu'elles décident, elles négocient, elles ont leur vision par rapport à leur projet, elles sont libres de faire ce qu'elles en veulent après.
de valoriser comme elles veulent aussi à certaines échelles. Et le 3, c'est le côté, je m'étale un petit peu parce que c'est ça en fait, c'est une grande histoire, c'est pas quelque chose de très précis, mais il y a aussi le côté récit, parce que là, les femmes aussi, côté innovation, elles innovent sur un nouveau récit terrain. Là, on parle, c'est pas une histoire de vulnérabilité uniquement, c'est vraiment un récit de femmes qui exécutent, de femmes qui sont là, qui viennent de loin, qui viennent vraiment des coulisses. Et là, à partir des coulisses, tu vois vraiment des femmes entrepreneurs en bonne et due forme avec de l'expertise et qui apportent à des gens qui sont des scientifiques, qui apportent à des ingénieurs, qui apportent vraiment une valeur à toute l'échelle économique. Oui, donc c'est vraiment une valeur complètement globale et c'est vraiment une prise, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que c'est vraiment une prise en compte d'elles-mêmes. En fait, elles sont vraiment décideuses à tous les niveaux. Elles s'est vraiment décidées. En fait, c'était mon élan vital sur ce projet, sincèrement. C'était vraiment des prises de conscience très personnelles. Moi, je voulais ce que j'avais ressenti, la prise de conscience que j'avais, mon élan vital. Je cherchais en fait des âmes qui s'étaient pareilles que moi. Je cherchais des gens qui voulaient faire comme moi, des femmes qui voulaient faire comme moi, et que moi je donnais juste les petits engrais, les petites astuces, et vas-y, lancez-vous. C'était aussi simple que ça. Oui, c'était simple, il fallait quand même le faire. Donc, par rapport à l'idée, par rapport à l'idée, mais il fallait le faire, bien sûr. Il faut encore le faire. Il faut encore travailler dessus. Voilà. Je te remercie. Merci. Du coup, prochaine question pour toi, Souad. Comment les actions d'El-Kir transforment-elles concrètement, du coup, à la place des femmes dans leur communauté? Une bonne question. J'espère. Oui. Ça me fait rappeler aussi ce qu'on fait au village d'Edert. Voilà, on a fait récemment une fête où il y avait des élus et des représentants de l'autorité locale. Et à la fin de la fête, on a demandé au public, il y avait des parents, des mamans, on a demandé au public de s'exprimer, de dire, il n'y a aucun homme qui a pris la parole. Mais par contre, il y avait des femmes qui ont pris le micro, qui ont parlé, et des femmes qui n'ont jamais allé à l'école, et des femmes qui n'ont jamais avoir l'expérience avec les micros. Il y avait une femme qui a demandé d'installer l'eau potable dans ce village, parce qu'il n'y a pas d'eau potable, ils vont dans la source pour chercher l'eau. Il y avait une autre qui a demandé de mettre le préscolaire pour les petits-enfants. Et ça, c'est vraiment, ça montre que les femmes, il faut leur donner juste l'opportunité. Mais elles sont actrices du changement. C'est-à-dire, ils ont cette envie vraiment de changer leurs conditions, de les améliorer. Et donc, quand on donne la possibilité à ces femmes-là, on leur donne aussi le moyen pour participer au développement de leur communauté. Donc ça m'a marqué beaucoup. Parce que, voilà, des femmes qui prennent la parole devant tout un public d'hommes, et il y avait plus d'hommes que de femmes, et pour la première fois, ils s'expriment et elles revendiquent leurs droits. Et nous, en arabe, on dit qu'il n'y a pas un droit qui se perd tant qu'il y a quelqu'un qui le réclame. Donc, il faut vraiment donner l'opportunité à toutes les femmes de s'exprimer et de participer au développement local. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment que chaque personne puisse entendre leur voix. En fait, c'est là qui est très important. C'est comme on disait au début, d'être invisible, de ne pas être entendu, pas de parler. Déjà, c'est aussi une action féministe presque en soi. Donc, c'est ça qui est aussi très important dans des cultures notamment où la ruralité et le patriarcat est très fort. Oui, et ne pas sous-estimer les compétences des femmes, comme a dit Hind, parce que même s'ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils ont un savoir-faire. Il faut valoriser ce savoir-faire. Donc, il faut juste leur donner un coup de pouce pour qu'elles puissent vraiment s'exister et participer activement. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous poser une question un peu à toutes. On est un peu prise par le temps, donc celle s'empara de celle qui voudra de cette question. C'est justement quelle alliance ou collaboration féministe, locale ou internationale ou transnationale, peut se révéler plus puissante pour créer le changement de demain? Je ne sais pas si une de vous a envie de commencer pour y répondre. Pour Proparco, en tout cas, je vais prendre la parole. Nous, on a une initiative que j'ai en tête qui est particulièrement importante pour l'inclusion financière des femmes. C'est l'initiative Financial Alliance for Women, donc vraiment à l'échelle internationale, et on les soutient depuis le 2023. Et l'idée, c'est vraiment un système de peer-to-peer learning où en fait les banques, les institutions de microfinance
et autres se donnent les outils, les tips, les guidelines qu'ils ont mis en place pour faire changer les pratiques en interne au sein des banques, mais également créer des outils qui soient dédiés aux femmes sur la base véritablement des données qui ressortent du terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment le point essentiel, c'est que tout ça soit basé sur les récits des femmes et les besoins spécifiques qu'elles ont. Ça me paraît effectivement essentiel. Est-ce que vous devez répondre pour qu'on... Oui, parce que, en fait, on a avancé un petit peu vite. Je suis alumni de la première cohorte de l'Académie des talents méditerranéens. Et on a formé une petite communauté après la première cohorte. Et ils ont sorti en fait quelques membres, de faire la possibilité de faire un think tank. Et parmi les objectifs de ce think tank, c'est un petit peu de travailler sur le côté plaidoyer aussi, que ce soit empowerment ou bien environnement. Un petit peu on s'est basé un petit peu de mon projet Algaplast, et on bosse aussi sur ce côté. On veut vraiment travailler sur ce côté-là et avancer avec un think tank à partir de la communauté de la première cohorte de l'Académie des talents méditerranéens. C'était quoi du coup la première cohorte? La première cohorte, c'était 23-24, exactement. Super. Merci beaucoup. Du coup, l'avant-dernière question, ce sera plus pour Clara ou Swan. J'aimerais vous savoir, selon vous, quel serait le changement le plus transformateur qu'il pourrait y avoir dans vos projets pour les femmes d'ici les 5 ou quelques prochaines années? Si vous aviez un exemple. Merci. Alors, pour les organisations féministes, avec la montée des discours anti-droit, et des mouvements anti-choix, une des premières urgences, ça va vraiment être de garantir le financement des associations féministes, puisque c'est par les financements qu'on muselle aujourd'hui les associations partout dans le monde. On ne va pas revenir sur les coupes de l'USAID, les budgets en Europe qui sont coupés. Même on le voit aussi en Tunisie. J'ai une pensée pour nos collègues tunisiennes, notamment l'association des femmes démocrates, tunisienne des femmes démocrates, dont leurs activités ont été suspendues. Donc on essaye vraiment de bloquer la parole des féministes, et ça passe notamment par le financement. Il y a une enquête qui a été publiée en mai 2025 par ONU Femmes, menée auprès de 411 organisations dans 44 contextes de crise, qui montre que 90% d'entre elles ont subi des coupes budgétaires et qu'une association sur 2 risque de fermer dans les 6 mois. Donc nous avons par ailleurs rédigé une note de positionnement sur le financement des organisations féministes dans la région nord-africaine qui montre que 45,5% des associations féministes n'ont jamais bénéficié d'un financement public, et qu'aujourd'hui 6 associations sur 10 rencontrent des difficultés pour accéder aux financements internationaux. Et en France c'est pareil, 70% des associations disent que leur situation financière menace la continuité de leurs actions. Et l'aide publique au développement a été fortement impactée par les derniers projets de loi de finances. Enfin, celui de 2026 et également celui de 2025. Donc, face à cette situation, nous demandons 2 actions prioritaires qui sont de renforcer les cadres nationaux pour soutenir les associations féministes dans leur accès au financement public, qu'il s'agisse d'enveloppes budgétaires, mais aussi de conventions pluriannuelles pour arrêter de fatiguer les associations, et des dispositifs d'appui structurel, et enfin assurer que les financements internationaux soient vraiment féministes et accessibles. Et ça passe par une action diplomatique vraiment active. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, on est un peu pris par le temps. C'est un sujet auquel on pourrait parler et débattre des heures. Du coup, je vais te laisser répondre à cette question, soit avant que je puisse conclure. Oui, je vais juste rebondir à ce que Charline a dit. La situation actuelle nous oblige à se mettre en réseau pour créer une telle synergie, une entraide, parce que vu toutes les conditions actuelles, la régression des fonds, les difficultés que les associations rencontrent chaque jour, ça nous demande vraiment de se mettre en réseau et de s'entraider aussi, et d'échanger aussi, et de faire donner la voix aux autres femmes, de parler et d'exprimer leurs besoins. Voilà. Parce qu'on ne peut pas venir avec des stratégies, avec des programmes déjà élaborés, sans écouter ces femmes-là. Ce sont elles les mieux placées pour s'exprimer sur leurs vrais besoins. Et c'est comme ça qu'on crée un développement durable. Merci beaucoup d'avoir synthétisé ta réponse. Je sais qu'elle était prévue d'être plus longue. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions-réponses. A priori, on me dit qu'on a 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez envie de
poser une question. Alors, on va attendre que le micro circule. Non, c'est prévu qu'il y avait un micro. Allez. Merci, en tout cas merci aux intervenantes et merci à la modératrice. Je suis Wassila Kara. Je modère un panel moi-même tout à l'heure sur un autre sujet, mais je suis très impliquée au Maroc sur la motivation et la création de réseaux féminins, notamment celui des femmes entrepreneurs dans le formel. Merci Madame Kia Essaouira. Donc nous, c'est plus des femmes entrepreneurs qui sont instruites et qui est aussi un réseau par lui-même et qui aurait besoin de vous connaître. Et aussi, je voulais rebondir à ce que disait Manon Rajo. J'ai aussi lancé le réseau des femmes DRH parce que on a considéré que travailler sur l'égalité professionnelle faisait que ça permettait d'augmenter le nombre de femmes dans l'activité. Ma question est pour Madame aussi Essaouira. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'initiatives pour les femmes pour qu'elles soient actives et qu'au Maroc, en 10 ans, on a chuté considérablement sur l'activité des femmes. En fait, on était à 28-30% et aujourd'hui, on est à moins de 20%. Donc, c'est un casse-tête. Et si vous avez une des réponses, voilà. C'est ce que je viens vraiment de dire. On établit des programmes sans écouter les femmes. Il y a pas mal de programmes au Maroc. Mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins réels des femmes? Nous, quand on a agi à Tadert, le village qui a été sinistré par le récent séisme, on n'est pas venu avec nos programmes. Non, on a fait des réunions, on a fait des activités d'art-thérapie et on a écouté les femmes. Parce que les conditions changent d'endroit à endroit. Les difficultés à Essaouira, dans la province d'Essaouira, c'est pas du tout ce qu'ils rencontrent, elles. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment développer ce village. Donc là, les conditions, voilà, ils sont des femmes maintenant entrepreneurs parce qu'on leur a formé à l'entrepreneuriat. Comment faire les coûts, comment gérer leur comptabilité, comment répartir les tâches. Ils sont contentes maintenant qu'ils sont organisés dans une coopérative. Et ça, déjà, ça les valorise et ça leur donne l'envie de continuer. Et il y a maintenant des femmes qui me disent « Moi, j'aimerais être comme toi. C'est mon rêve. » C'est ne pas seulement se contenter de créer une entreprise ou une coopérative, mais aussi avoir l'envie d'aider d'autres femmes. Parce que c'est comme ça qu'on va... Mais moi, j'ai envie de vous contredire. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles attendent qu'il y ait un programme? Pourquoi est-ce que de 30%, on est à 20%? Est-ce qu'il faut qu'elles attendent qu'il y ait un programme qui vienne pour leur dire « Mesdames, vous devez être actives ?» Quand on voit l'Afrique subsaharienne, vous savez que c'est les championnes du monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est celui de la survie. Je peux comprendre, c'est peut-être pas un entrepreneur de haute valeur ajoutée, mais tout de même. Donc nous, est-ce qu'on a besoin au Maroc, ou peut-être en Algérie ou en Tunisie, une Tunisienne qui est à côté de moi, est-ce qu'on a besoin de venir nous tendre la main pour nous dire il faut que vous soyez actifs? Moi, c'est ça qui est un petit peu aussi vexant. Ouais. Il faut aussi parler des freins aussi que les femmes rencontrent. Par exemple, une femme, pour faire l'entrepreneuriat, elle a beaucoup de freins. Elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit avoir du temps libre pour entreprendre. Donc, on ne voit pas les conditions des femmes de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes facilités pour entreprendre. Et c'est un obstacle. C'est plusieurs obstacles d'abord. Il y a aussi les banques, les politiques des banques. Nous, on a galéré pour ouvrir un compte pour cette coopérative. Oui, donc, les femmes, on a une mentalité d'abord masculine qui est contre l'entrepreneuriat féminin. Et donc, tant qu'on n'a pas travaillé sur la sensibilisation, il y aura pas mal de femmes qui sont privées, voilà, d'avoir l'accès à tous ces programmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Effectivement, on ne pourra pas de toute façon solutionner le problème là aujourd'hui, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de leviers, il y a beaucoup de freins, de leviers de résistance aussi. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'il a fallu juste faire ça, je voulais quand même signaler qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que bien sûr, on n'attend pas forcément une main tendue, mais qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des mentalités, il y a aussi des domaines, il y a aussi, on parlait de fascination, de patriarcat aussi, de force d'engagement qu'il faut aussi pouvoir entendre et comprendre que ça met du
du temps à ce que les choses changent et que c'est justement des initiatives comme vous et vos projets aussi et votre engagement sur le terrain qui permettent de faire changer les choses. Et comme vous disiez, il faut entendre la voix et le récit de ces femmes-là pour apporter des solutions qui sont concrètes et qu'on peut avoir une multitude de programmes. Si elles ne répondent pas aux besoins d'une femme, c'est un programme qui aurait été financé, qui ne sert à rien. Donc il faut plutôt partir de la base et remonter et pas avoir cette forme descendante. Et pour moi, ce n'est pas forcément qu'on leur tend la main, c'est qu'on donne la possibilité d'eux et aussi de prendre confiance en elles. Désolée, du coup, je n'aurais pas pu faire d'autres questions. On est un peu juste. Alors, je vous écoute et ce sera une question un peu courte, s'il vous plaît, pour une réponse. Je vais aller direct au but. Merci. Donc, c'est Nabou Cham de Smart Ecosystem for Women. On est basé au Sénégal. Et moi, ma question, pour aller direct au but, c'est comment aujourd'hui, dans cette problématique qui est posée, on implique les hommes aussi. Nous, on voit dans nos programmes qu'on porte, de plus en plus, on fait un ratio inversé où on intègre 30% d'hommes. Et c'est quand même assez transformateur. Et en ce moment, on a justement un contexte, vous en parlez tout de suite, de certains discours, certains discours masculinistes, etc., qui est de plus en plus fort. Et nous, on entend aussi des hommes de plus en plus dire, mais maintenant, vous êtes en train de creuser l'écart au niveau des hommes. On l'entend, on l'entend, je rapporte juste ce qu'on nous dit. Maintenant, je vous repose justement cette question-là, à savoir quelle place maintenant on donne justement aux hommes à tous ces tous ces programmes-là. Et je serais aussi ravie de vous avoir dans le public pour cet après-midi à 14h50 sur un regard croisé des femmes africaines dans l'IA. Voilà, okay. Merci. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si une de vous peut faire une réponse la plus synthétique possible sur le sujet. C'est pas une question simple. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais merci de la poser parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est extrêmement difficile de mobiliser les hommes sur ces thématiques-là. Enfin, là, si on regarde juste dans la salle, le nombre d'hommes et... Merci d'être là, messieurs. C'est très compliqué de les mobiliser. Peut-être, nous, on a vu dans nos projets qu'effectivement, ça pouvait être problématique, perçu de façon problématique pour certains hommes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'insister, en tout cas dans nos projets, à ce que les RH forment tous leurs employés aux questions de diversité, aux enjeux de diversité, pour qu'ils déjà ils comprennent ce qu'on entend par un positionnement féministe sur la diversité et l'égalité de genre. Ça, déjà, je pense que c'est la première étape. Et après, pour le reste, c'est un combat continu pour sensibiliser autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage en permanence, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ces enjeux. Moi, je vais répondre en tant que maman. Génial. J'ai un garçon, j'ai une fille, donc je vais répondre aussi simple que ça. Pour moi, c'est une question un petit peu d'éducation, de changer un petit peu le mindset, de commencer par les tout petits. Je suis pas dans la politique, donc je vais pas me mettre à la place des politiciens. Ils savent quoi faire et il y a derrière ceux qui vont les mener à quoi faire. Donc, mais moi, je pense qu'on peut déjà, en tant que mère, sœur, frère et tout ça, déjà avancer à notre rythme, faire de notre mieux. De toute façon, ça va impacter tout le monde. C'est notre bien-être à tous. C'est notre vécu à tous. C'est notre existence à tous. C'est notre paix à tous. Vraiment, le mot-clé, c'est la paix pour tout le monde. Donc, pourquoi, en fait, enfoncer les choses et les aggraver plus que ça? Il faut être assez calme, assez doux et rassurant envers tout le monde. C'est ça, prendre les choses en douceur peut-être, et moins fort. Sincèrement, la force, elle a son terrain. On est très bien en exécution et tout ça, mais prendre les choses un petit peu en douceur. Ouais. D'accord. Le douceur, on restera sur ce mot-là. Et je vais laisser, du coup, avant la conclusion, presque le mot de la fin, à Sophie Deruder, notre directrice du campus. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voulais en profiter pour rebondir sur cette question parce que nous, à l'AFD, on a ce sujet et souvent le pourcentage d'hommes qui viennent à nos formations sont effectivement moindres que des femmes, notamment sur les enjeux de la transformation. Et du coup, on attrape le sujet en créant, et en particulier sur le sujet du sexisme, pour conscientiser nos managers, notre corps social masculin, des formats qui sont qui sont très expérientiels et engageants et qui visent à non pas polariser, parce que ça peut faire peur effectivement, mais au contraire de créer de la cohésion autour de ces sujets. Et on voit que ça marche. On a eu encore un événement hier sur le sujet dans notre siège, et on voit que
les retours des hommes à ces formations sont encore plus positifs que celles des femmes en disant « je me sens désormais acteur et je peux être témoin et agir et je comprends qu'en fait on est toutes et tous concernés ». Donc voilà, c'est possible, mais en effet ça se fait en mixité avec des formats qui visent à transformer ces sujets dans la cohésion. Merci beaucoup. Merci Sophie. Du coup, je vais vous remercier toutes les quatre d'avoir été présentes aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions et puis d'être prêtées à cet exercice, d'avoir aussi fait part de votre engagement sur le terrain, d'avoir fait remonter la voix de ces femmes qu'on n'entend pas assez, d'avoir fait l'écho de ces récits qui soient chiffrés, genrés, dans la ruralité, en tout cas à tous les niveaux, dans l'innovation, de la scientifique. Et puis se dire que c'est un sujet qui a encore beaucoup de choses à faire. L'engagement sur le terrain en Méditerranée, il faut changer les consciences, les mentalités, mais c'est grâce à des parcours et des expériences comme les vôtres qu'on peut croire que les choses vont aller mieux dans le futur. Donc merci beaucoup à vous quatre. Puis merci au public d'avoir été présent. Merci de leur avancée du déjeuner.